Voilà, donc merci tout d'abord d'être venu. Cette conférence de presse en fait a pour objet de parler culture. Alors la culture, c'est pas a priori ce que d'aucuns croient être le propre du Front National, et pourtant détrompez-vous totalement. Nous intéressons à la culture, nous avons des gens capables de le faire, nous avons des gens qui sont des universitaires, des gens qui ont fait diverses études, diverses activités, divers engagements, et donc tout à fait capables de faire de la culture, contrairement à ce que les gens de gauche et de la fausse droite actuellement semblent dire. 19 septembre 2016, le Front National n'a pas voté le pacte culturel avec l'État au regard des orientations effectives de ce pacte qui sont totalement contraires actuellement aux nôtres, et par provocation, et peut-être en considérant que nous n'avons rien à proposer, le maire nous a demandé de demander une note. Chose qui a fait d'ailleurs rire une partie de l'opposition de gauche, et d'ailleurs un de ses conseillers municipaux délégués. Le projet a été préparé et a été écrit il y a quelques jours et transmis au maire. Donc ce projet correspond vraiment à un projet tout à fait intéressant, je pense, qui permet d'orienter Reims sur un vrai choix culturel. Alors certes, nous n'avons pas de 145 agents, toutes catégories confondues, avec 118 catégories A, qui sont actuellement en train de travailler dans la culture à Reims. Donc nous n'avons pas la capacité d'examiner exactement les différentes incidences financières, d'infirmer, de confirmer. Cependant, il s'agit là d'un projet avec une orientation forte qui va vous être présenté. Alors, pour autant, nous proposons donc des choses concrètes, et je vais essayer de vous démontrer que notre projet est tout à fait viable. Alors, orientation générale du projet, la culture. Qu'est-ce que la culture? La culture est ce qui permet à un peuple, à une nation d'exprimer, de renforcer ou de retrouver son identité. Cette approche culturelle n'est d'ailleurs pas exclusive d'une recherche de l'universalité. Au-delà de l'expression du particularisme local, il y a le plus souvent aussi, du moins quand on est en présence de véritable art, une approche de l'homme, dont la nature, mais aussi souvent les aspirations, les sources de joie, d'espérance, sont communes et très voisines, quelle que soit son origine. La culture s'exprime par des œuvres, des manifestations scéniques, musicales, picturales, sculpturales, par des écrits destinés à être lus et dont la finalité est de présenter le beau, d'élever l'âme. Par extension, parce qu'elle traduit l'âme d'un peuple, d'une nation, d'une terre, elle est aussi, au-delà de toute approche artistique, l'expression de vivre et de mourir. C'est dans ce sens que l'on parle, par exemple, s'agissant d'une culture très enracinée, une culture alsacienne, bretonne, corse. C'est aussi les langues, les coutumes, les pratiques religieuses locales qui permettent ainsi à tous de se retrouver autour de valeurs communes et d'habitudes créatrices de liens sociaux. À ce titre, tout projet culturel pour Reims doit d'abord poser la question de son identité historique, ce qui permet de différencier une autre ville d'une autre, mais aussi d'attirer à Reims des touristes qui viendront chercher ici non pas une expression culturelle issue hors de chez eux, mais propre à notre ville. Cela ne peut évidemment pas dire que nous ne puissions pas trouver d'autres moyens d'expression culturelle, composantes fortes, hors que locales. Ceux-ci doivent être plus particulièrement recherchés. Cependant, en l'absence ou en complément de ceci, ce sont des moyens d'expression qui s'identifient à la culture française et européenne, qui doivent être privilégiés, sans pour autant qu'une ouverture à la marge ne puisse être effectuée. Dans ces conditions, la culture d'une terre, d'un peuple, est celle qui, dépassant les modes éphémères et les filtres des siècles, reste comme référence. Ce qui explique la primauté donnée à l'art classique, qu'il corresponde soit à une musique tonale, construite selon des critères normatifs d'équilibre et d'harmonie, à la représentation du réel, de la réalité des choses dans un cadre figuratif, même si celui-ci est évidemment vu à travers le prisme de la sensibilité de l'artiste. Un spectacle scénique de théâtre ou de danse, prohibant la vulgarité et essayant de faire soit la réalité historique de l'action, soit le caractère éternel de la problématique décrite. Une telle approche n'est pas exclusive, tant s'en faut, de l'attention accordée à la création et à l'aide qu'il convient de lui donner, tant l'approche de l'éternel et de l'universel est possible, quelle que soit son époque. Voyons maintenant les grands actes culturels. Nous ne pouvons revendiquer aucun rémois, aucun grand maître dans le domaine de la musique, du théâtre, de la danse, de la peinture, de la sculpture. Je fais une parenthèse. Fujita
s'est converti en visitant la basilique de Reims, ce qui est fort appréciable, d'où le début de liens forts avec Reims, mais cependant il n'a pas fait sa carrière à Reims. Peinture, sculpture. Par contre, Reims bénéficie d'un marquage historique fort, celui des sacres, dont les rois qui pendant 18 siècles ont bâti la France. Un marquage évident et mondialement connu en matière de Champagne, une architecture et portant un cas de vie fort en matière d'art déco, au regard de la destruction de la ville lors de la guerre 14-18 et de la reconstruction qui s'en est suivie au moment où ce nouveau courant artistique s'est développé. Au regard de ces éléments, 4 grands axes culturels sont choisis. 1. L'art déco. 2. La francophonie, au regard de l'ouverture sur la plus grande de France, sur son rayonnement auquel nous engage l'existence dès le XVIIIe siècle d'un pays où le soleil ne se couchait pas, de Paris à Québec, de Louisiane à Pondichéry. 3. Les sacres à la fondation de la France, la naissance de l'État. Alors, que mettre en face? En matière de musique, un orchestre symphonique de Reims. Reims n'a qu'un orchestre sous cachet, qui n'existe qu'à l'occasion de spectacles pour l'opéra. Un tel orchestre ne permet pas pourtant d'avoir autant d'impact culturel qu'un orchestre permanent, avec des musiciens habitués à jouer régulièrement ensemble sous la direction de même chef d'orchestre. L'orchestre permettra à Reims, ville des sacres, de mieux rayonner encore. Certes, un tel orchestre a un coût estimé à 3 millions d'euros par an. Le coût d'une soirée est estimé à 50 000 euros. L'orchestre devrait se produire dans une saison avec 10 programmes, joués 3 fois, soit 1,5 million de coûts, le reste servant à assurer la vie des musiciens hors concert. Il se produirait dans de nouvelles salles événementielles de 6 000 places, dont la ville a prévu, à juste titre, à la construction, de façon à rentabiliser les représentations à Reims. Par ailleurs, l'orchestre se produira également dans la région et dans les pays frontaliers, notamment en s'appuyant sur le réseau des villes avec lesquelles Reims est jumelé. Un appel à mécénat privé sera par ailleurs demandé. Un orchestre de chambre sous cachet avec des professeurs du conservatoire, qui sont de qualité. Troisièmement, pour ce qui est de l'orchestre symphonique, il se produirait au cours d'une saison qui se spécialiserait dans des compositeurs français de la période Art déco, soit 1900-1930, Francis Poulenc, Marius Milhaud, ou très liés à la France comme Arthur Honegger, mais aussi dans ceux de la période directement antérieure à l'Art déco, donc celle de l'Art nouveau, soit la période 1871-1920, Vincent d'Indy, Camille Saint-Saëns, Claude Debussy. L'orchestre pourrait jouer chaque année des œuvres d'un seul de ses compositeurs, tant à Reims qu'en tournée. Il y aurait 10 programmes par an, 3 représentations par programme, 30 concerts. Le principe serait de jumeler autant que possible le concert et activité de la découverte de l'Art déco, mais aussi de son ancêtre, l'Art nouveau, et des compositeurs cités plus haut, visites, conférences, colloques. Pour ce qui est de l'orchestre de chambre, il se produirait dans le cadre d'un festival consacré à la musique de chambre des compositeurs que j'ai déjà cités. Des orchestres extérieurs seraient par ailleurs invités pour jouer le jazz des années folles, celui de Sidney Bechet et de Duke Ellington. Une petite question, M. Philippot. L'orchestre de chambre, il fait partie des 3 millions ou ça vient en plus. Il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter quelque chose. Vous avez une idée, non? Non, j'ai pas estimé, mais si vous voulez, ce sera plus ponctuel et par ailleurs les musiciens sont payés par le concepteur, donc il y aura quelque chose qui sera essentiellement, je pense, supporté directement par la rentrée des places. Mais ça demande à être chiffré, vous avez raison. En matière de peinture et de sculpture, l'organisation de colloques et d'expositions sur l'Art nouveau et la reconstruction de Reims, mise en place d'un circuit avec signalétique sur les différents exemples architecturaux de reconstruction de la ville, de style haussmannien au style mouvement moderne, hôtel des postes, en passant évidemment par la composante principale d'Art déco qui marque le plus souvent Reims, bibliothèque Carnegie. Il s'agira alors de bien matérialiser les circuits proposés, d'ailleurs sur un site qui s'appelle Reims Art déco, fort bien fait, et d'organiser des visites commentées en français, anglais, allemand et espagnol. Organisation d'ateliers de dessin, peinture, sculpture pour un public d'adultes, d'enfants et d'adolescents. Notre objectif est de renouer avec nos traditions artistiques et de proposer à l'ensemble des Rémois une autre idée de la conception artistique que celle aidée depuis 30 ans. Nous souhaitons que la population rémoise trouve à nouveau la fierté d'appartenir à son histoire à travers une création enracinée. Ce projet éducatif et culturel devra permettre aux Rémois de renouer les liens avec le passé artistique et historique qui a donné des lettres de noblesse à la ville de Reims.
Les ateliers proposés feront référence à la Grande Chaumière de Paris. Ce seront des ateliers de dessin, peinture, sculpture, qui vont tourner autour de thèmes, ateliers de modèles vivants, études anatomiques, ateliers études de nature morte et de paysage, toutes techniques confondues, ateliers sculpture, modélage et taille directe, ateliers de copistes et musée des beaux-arts de Reims. Cette activité sera quasiment autonome. Cependant, la ville de Reims fournira des infrastructures nécessaires aux ateliers et apportera par ailleurs une subvention d'équilibre pour organiser des sorties culturelles et des rencontres avec les artistes locaux. Troisièmement, ou quatrièmement plus exactement, en matière de chorégraphie, les spectacles chorégraphiques seront organisés et porteront notamment sur les réalisations artistiques de l'époque 1920-1930, en invitant les troupes qui reprennent dans leur répertoire et dans leurs costumes les spectacles organisés dans ce temps-là par Serge Diaghilev, sous la musique d'Éric Satie, Darius Milhaud, Francis Poulenc, mais aussi Igor Stravinsky. En matière de théâtre, la ville organisera chaque année une saison orientée vers la francophonie, en donnant des spectacles de troupes francophones, en s'attachant soit à représenter le répertoire français, soit en s'inscrivant dans une démarche de création d'une francophonie militante. Ce sera l'occasion pour Reims d'accueillir des artistes québécois, africains, asiatiques, qui participent par leur attachement à la langue française et aux normes d'équilibre, d'élégance, de rationalité de la France à la grandeur de notre culture. S'agissant enfin de l'item consacré au sacre, à la fondation de la France, à la naissance de l'État, notamment sur l'élégiste de Charles V, les colloques seront organisés chaque année en liaison avec l'université d'une approche historique, législative, philosophique et d'art chrétien. Enfin, en matière de patrimoine, l'effort actuel de restauration des grands bâtiments historiques, cathédrales, basiliques, Saint-Rémy, etc., qui est tout à fait indispensable, sera poursuivi et un important programme d'aide à l'entretien et à la restauration des façades privées mis en œuvre. Ce programme suppose évidemment un recyclage des priorités de la ville, une démarche forte de partenariat avec l'État, la région, l'université et les villes françaises et étrangères avec lesquelles Reims est jumelée. Merci. On dirait une dictée pour une épreuve du bac, ça. Et si vous voulez, je pense que la culture est totalement globale. On ne peut pas l'axer uniquement sur une partie, en particulier une partie musicale, même si c'est celle qui directement moi m'interpelle. On doit aussi l'axer sur les différents modes d'expression et il faut que cette présentation soit globale. C'est le sens en fait de cette note et c'est le sens de cet exposé. Mais comme je l'ai bien précisé, ça demande à être chiffré et je n'ai pas un peu plus de 100 personnes de catégorie A pour le faire. Hein, parce que je veux dire, on travaille seul, et alors que la ville, elle, a tout un service, c'est évident. Au niveau des sacres, là, je n'ai pas le temps de dire. Alors, au niveau des sacres, alors écoutez, c'est quoi, c'est des colloques là, oui, je crois que ce qui est intéressant pour Reims, c'est l'attachement direct en fait au sacre. Or, si vous voulez, je crois qu'il y a un lien fort entre le sacre et le sacré. Donc il y aurait à la fois une approche historique sur les sacres, que c'était les différents événements qui se passaient lors des sacres, qui pourraient faire l'objet de colloques. Quand je dis colloque, c'est colloque universitaire, c'est pas parler pour les rien dire, avec des recherches, des études. Tout n'est pas encore décrit, tout n'est pas encore trouvé, tout n'est pas encore rappelé. Il pourrait y avoir éventuellement de la scénographie, mais ça demande à être creusé, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais aussi, je crois que dans sacre, il y a aussi sacré, et je pense qu'il y aurait de quoi faire, en matière en particulier philosophique, de réfléchir au sacré, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça représente en termes de philosophie, en termes de religion, et c'est, à mon avis, serait important à un moment où le transcendant n'existe plus, et par contre où le transcendant est particulièrement recherché chez toutes les de personnes, sans pour autant le savoir. Voilà. Et ça peut se faire à travers de colloques, de colloques en particulier universitaires. C'est à mon avis assez important, et ça permettrait à Reims d'avoir réellement une orientation qui serait tout de même très ciblée, ce que j'ai présenté, à la fois sur l'art déco, qu'il s'agit de contenir, de maintenir, et pas fondamentalement de détruire, comme ça peut se voir actuellement, mais de consolider, et de musique, et de philosophie, et d'histoire. Je crois que la culture, c'est du global. Et quid de ce qui existe aujourd'hui, le reste? Enfin,
tout ce qui existe aujourd'hui, la cartonnerie. Alors, écoutez, je suis lancé par la vie pour le coup. La question est tout à fait intéressante, si vous voulez. Il y a actuellement des infrastructures. Ces infrastructures sont en place. Ces infrastructures, évidemment, sont utilisables. Et ces infrastructures sont utilisables pour, peut-être, je pense que la cartonnerie serait parfaitement adaptée pour faire des spectacles qui permettraient à des Africains, à des Canadiens, à des Asiatiques de venir présenter leur réalisation. Je crois que la création est essentielle, il faut la soutenir, il faut qu'elle se situe à l'international, mais il faut aussi qu'elle soit particulièrement orientée sur la recherche d'une certaine qualité qu'on peut, à mon avis, avoir qu'en l'internationalisant. Et en ouvrant en particulier à la francophonie. Alors, cette allusion à la francophonie, je l'ai faite un peu volontairement. Vous avez pu remarquer que lors de certains conseils municipaux, il y a plein de termes franglais qui sont en place, le rain in rents, etc. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Bon. Alors, je crois que alors que la langue française est effectivement tout de même encore la langue diplomatique par excellence, que lors du XVIIIe siècle, toute l'Europe cultivée par les Français, il est quand même dommage que l'on tombe dans cette espèce d'impérialisme américain et d'anglicisme, alors par snobisme, peut-être, alors qu'en fait ce n'est pas ce qu'attendent pas mal de personnes. Et moi personnellement je suis en relation avec certains étudiants qui parfois sont étrangers et qui se plaisent au contraire de parler un français particulièrement chouette. Je pense en particulier à un ancien étudiant que j'ai rencontré qui était à l'IUP, à Sciences Po Reims, qui était américain, qui parlait un français remarquable, allemand, et qui se mettait au russe. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas, essayer de chercher chez l'autre sa propre culture, et dans la mesure où on emploie des termes qui sont des termes qui sont étrangers en sa culture, et c'est pas, à mon avis, dans l'intérêt de la France. Et quelque chose comme les flâneries musicales. Écoutez, alors les flâneries musicales, je vais être très simple, c'est quelque chose qui est fort intéressant. Cependant, je veux dire, de l'avis d'un musicien que j'ai pu interroger, on peut parfois se demander si certains lieux qui sont revalorisés par la musique sont parfaitement adéquats en matière d'acoustique pour prendre parfaitement connaissance, pour apprécier parfaitement les œuvres. Donc, écoutez, je pense que quand vous avez une représentation à l'extérieur, ça peut embellir les monuments, mais je veux dire, ce n'est pas peut-être très adapté pour l'acoustique. Alors, ceci est une remarque, je vais dire, purement d'artiste, et je me méfie des appréciations trop puristes des choses, quoi. Et concrètement, moi je reviens sur l'existant, hein. Je dis la cartonnerie comme ça, comme j'aurais pu dire d'autres choses, mais moi je vois bien vos propositions, et de l'autre côté il y a ce qui existe. On fait quoi? On ne peut pas classer tout quand même. Alors écoutez, il y a quand même des... Oui, c'est sûr. Il y a quand même le jeune public qui n'a pas forcément envie d'aller voir. Je caricature la question. L'opération Jeanne d'Arc, je veux dire. Vous avez raison. Mais il en faut un peu quand même pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Alors justement, je dirais qu'il ne faut pas casser totalement ce qui existe, mais que de toute façon, toute majorité, lorsqu'elle arrive, n'est pas obligatoirement tenue par ce qu'a fait la précédente majorité. C'est le propre de l'UMP ou des Républicains de devoir porter le fardeau du Parti Socialiste et d'en faire son propre drapeau en ayant honte de ses propres valeurs. Nous, c'est différent. Alors, je précise aussi, entre parenthèses, que ce qui vient d'être présenté ne correspond pas, n'est pas l'image de ce que sera le projet culturel du Front National, qui n'est pas encore construit. Hein. Le projet culturel de Marine Le Pen n'est pas écrit, où il est en cours de rédaction. Donc c'est quelque chose qui correspond à une approche locale et qui n'engage donc que le Front National local. Voilà, que les choses soient bien claires. Mais pour revenir en fait à ce que vous disiez, qui est à mon avis tout à fait justifié, je ferai référence en fait à une réflexion qui a été faite lors du dernier conseil municipal, où en fait un des élus disait oui, il faut absolument qu'il y ait une culture, alors une culture des banlieues, une culture du centre-ville, une culture... Non, c'est pas vrai. La culture, la personne des banlieues est aussi capable d'apprécier certaines choses et on ne va pas le cantonner dans une certaine approche culturelle. Et d'ailleurs, Madame elle aussi a justement rebondi sur cette affaire-là en disant non, il n'y a pas uniquement à faire de la culture de banlieue. Les gens des banlieues sont aussi capables d'apprécier autre chose. Alors, il faut donc, je pense, maintenir un minimum de ce qui existe, mais aussi il faut introduire assez fortement une culture qui pourrait être parfaitement appréciée par des gens de Croix-Rouge ou d'Orgeval, et peut-être parfois mieux que de certains bobos en centre-ville, qui lorsque leur
classique reviendra à la mode, se feront un plaisir d'aller se montrer. Il y a une chose sur le niveau culturel où on parle souvent, enfin, on va pas dire qu'on parle souvent de vous, hein, mais quelque chose qui revient souvent, c'est vous ne votez pas certaines subventions à certaines associations culturelles. Ouais. Et je repose la question, mais. D'abord, lesquels? Non, Je ne sais pas tout en tête, mais je pense à la primitive, parce qu'il fait 35 ans cette semaine. Donc, par exemple. j'ai pas entendu, pardon. La radio primitive, par exemple. Ah non, d'accord. Alors justement, est-ce que Radio Primitive c'est culturel ou pas? Si vous prenez Radio Primitive, on considère que Radio Primitive en fait un discours qui se veut directement, souvent anti-Front National. On ne va pas apporter des crédits à une radio qui va casser le sucre sur nous. C'est évident. Si par contre Radio Primitive était purement culturel, mais j'allais dire. Il n'y a pas, d'ailleurs, Saussure a indiqué qu'il n'y a pas de signe innocent. Tout signe est porteur de signifiant et dans la culture, vous avez obligatoirement une approche qui est quasiment un peu politique dans la question de la cité. Donc je crois que d'abord, on commence par faire de politique, et ce sera très bien, et on pourra aider, ensuite on écoutera les artistes qui mettent en place, et ces artistes qui mettent en place, on verra s'il s'agit d'une rupture totalement avec ce qui se faisait, ou s'il s'agit d'une d'ouverture pour chacun ayant un peu de quoi satisfaire ses propres besoins. Voilà. Mais c'est la seule, je crois que c'est la seule association pour laquelle on ne vote pas. Généralement, on vote pour tout. On vote. Par contre, il y a des associations, j'allais dire. Les sociales. Alors, bon, c'est un autre sujet. C'est ça, c'est un sujet. Mais récemment, on a encore voté pour des projets sociétaux. Je regarde sur les autres qui existent, mais et l'art contemporain, le rap. Je sais pas, le street art. Les choses, les graphistes, je sais pas, la peinture dans la rue, je sais pas comment le traduire en français, l'art urbain, voilà, oui, l'art urbain, en général, j'aime pas trop ce mot-là, parce que ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. Non. Mais ça existe quand même, c'est quand même. Non, mais justement, alors, si vous voulez, je dirais, ce qui est vraiment caractéristique, c'est que, actuellement, on favorise, on monopolise totalement les aides sur ce type d'art. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aider le street art, etc., ou l'art urbain. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aider les slams, etc. À mon avis, c'est un mode d'expression. Entre parenthèses, il y a un slam français qui peut être bien par rapport au slam américain, qui est de l'américanisme, et l'américanisation, qui est, à mon avis, souvent un appel à la violence. Voilà. Mais il faut ne pas évacuer une approche classique. Et lorsqu'on aura peut-être rétabli le balancier dans certains sens, on pourra avoir quelque chose qui permettra à chacun de se retrouver dans les différents modes d'expression. Et j'allais dire, chacun ensuite pourra choisir et pourra se prononcer. Alors qu'actuellement, il y a une espèce de monopole qui existe, qui fait qu'il n'y a que ça, donc c'est vers ça que l'on se rend. Et j'allais dire, pendant ce temps, il y a une classe bobo qui, elle, souvent ne comprend pas grand-chose à un certain nombre de projets culturels, pour lesquels, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais qui se croit intelligent de souligner tout l'intérêt. Enfin, un snobisme certain. Qu'est-ce que vous feriez des fêtes joanniques dans votre... Écoutez, les fêtes joanniques, c'est une des rares choses, une excellente chose qui existe. Alors cependant, je ferai peut-être une parenthèse, c'est que les fêtes joanniques doivent rester dans la joannité. C'est-à-dire que les fêtes joanniques demandent à ce que l'on inscrive ces fêtes dans l'histoire de France. Or, une certaine ouverture qu'on a pu constater récemment avec par exemple, des musiques qui venaient d'autres Méditerranées, qui n'existaient pas à cette période, faut un peu douter de ce que c'est. Je crois qu'il faut, les fêtes joanniques, c'est proprement rémois, et il faut que ce soit un enracinement fondamentalement global dans notre siècle, mais pas commencer à s'ouvrir un peu partout. Il y a d'ailleurs d'autres lieux pour ça, et justement, la francophonie sera un lieu, l'axe de la francophonie, d'écouter, d'entendre des modes d'expression qui, à mon avis, sont à écouter, parce qu'ils sont des modes d'expression qui demandent la France, et qui demandent le français, et qui revendiquent cet enracinement, et qu'il faudrait absolument cultiver. De Gaulle a eu un retentissement assez important avec son Québec libre. On attend actuellement en France quelqu'un qui soit capable de relancer cette francophonie, relancer cet orgueil d'être français, et relancer ces liens forts qui doivent exister entre les différents peuples qui parlent notre langue.
Je reviens sur une idée que vous avez évoquée, circuit signalétique voilà. sur l'art déco. Oui, sur l'art déco. Ça n'existe pas, ça? Écoutez, un vrai circuit signalétique, c'est un circuit qui permet d'abord de très identifier, qui permet de voir, mais je veux dire, toutes les façades, parce qu'actuellement, on peut très bien mettre un petit circuit sur quelques monuments, mais je crois que tout Reims y a été reconstruit, même dans les quartiers un peu moins caractéristiques, on retrouve de l'art déco. Ce circuit signalétique, d'ailleurs, par ailleurs, il ne peut réellement exister et vivre que s'il y a des visites. Et je pense que ces visites, elles doivent donner lieu à des présentations à la fois pour les Rémois, qui doivent connaître leur ville, et pour les étrangers. C'est pour ça que j'avais indiqué qu'il y a lieu de faire des visites en anglais, en espagnol, en allemand. Donc les principales langues actuellement qui sont celles de nos touristes. Je dirais le russe, moi qui fais un peu russe, mais je crains qu'il n'y en ait pas assez pour rentabiliser un peu cette affaire-là. Et maintenant que vous avez fait cette proposition, vous attendez quoi du maire? Vous allez le relancer écoutez, alors vous savez que la question est intéressante. Alors vous savez que le règlement intérieur, d'ailleurs, ainsi que le Code général des collectivités territoriales, ne permet pas de poser une question directe s'il ne fait pas l'objet d'une question écrite ou d'une question orale. Alors la question écrite, elle donne lieu à une réponse écrite, évidemment, donc là personne n'entend, mais au moins on a un texte qu'on peut ensuite dire vous avez répondu ça peut toujours servir. La question orale, par contre, permet en fait au maire de donner lieu, de se prononcer. Alors la question orale d'ailleurs, c'est intéressant, elle est de droit, mais le maire a la possibilité de la différer, mais pas de la différer ad vitam aeternam. Hein, voilà. Donc je ne pense pas actuellement relancer le maire dans le cadre d'une question orale sur ce problème-là. Ça peut encore se faire, on en discutera pour voir l'opportunité. Je pense que son propos était surtout de nous faire, de voir si on avait quelques idées en matière culturelle. Je pense que certains de ces, non pas Solange que j'apprécie, mais non pas Solange Culture, mais certains de ces conseillers municipaux traînent un peu une quantité négligeable, ce qui n'est pas du tout acceptable et que je n'accepte pas. Donc voilà, c'est simplement une réponse, mais c'est aussi peut-être une bouteille à la mer, et parfois il faut lancer des bouteilles pour qu'un jour elles soient récupérées, et peut-être ce sera nous. Je reviens sur la création d'un orchestre symphonique. Vous avez le coût à 30 millions par an. Pour financer, vous faites des économies ailleurs Écoutez, le budget de Reims, c'est 30 millions d'euros. Actuellement en matière de culture, dont 7 en matière d'investissement. Donc évidemment ça ne peut se faire que dans le cadre, disons, d'une redistribution en fait des crédits, mais ça peut aussi se faire dans le cadre d'un appel à partenariat avec le public, d'un appel à l'État, d'un appel à la région. Et je pense que c'est le rôle de la ville, justement, de demander des crédits sur des projets qui sont structurants. Je ferai même une provocation, mais je ne sais pas, je n'ai pas étudié la faisabilité. Pourquoi pas demander à l'Europe, mais tout en sachant d'ailleurs que l'Europe ne nous rend quasiment pas tout l'argent que l'on distribue, et que l'argent que l'Europe nous rend, c'est de l'argent français, puisqu'on fait on paie 6 milliards de plus que ce que l'on donne. Voilà, mais c'est pour présenter un petit peu et pour faire un peu de provoque. Hein. Vous savez, il paraît que le Grand Reims va nous mettre des moyens nouveaux à la ville de Reims. Peut-être que dans le cadre des 144 communes, 300 000 habitants, on va pouvoir poser et demander des choses dans des lieux supérieurs. On peut toujours y croire. Sinon, je reviens juste sur l'histoire du pacte culturel. Oui. C'était un point de conseil municipal, ça? Oui, tout à fait. Le pacte culturel était inscrit au conseil municipal. Alors, c'était un pacte qui était très, très généraliste, je ne l'ai pas pris là. Mais je pourrais vous le transmettre d'ailleurs, mais qui disait que la ville avait signé un pacte avec l'État. Par contre, c'est d'ailleurs certains éléments qui étaient connotés, avaient une connotation tout de même particulière sur ce qui se fait actuellement, et toujours avec cette gabegie de mots qui souvent ne veulent rien dire, mais qui demandent de parler. On est un siècle où on est une banque citoyenne, etc. Enfin, c'est la folie, c'est complètement dément. Et donc là, il y avait certains termes qui étaient assez curieux, dont je n'ai pas fait le commentaire ici, mais dont je serais capable de faire. Sans moi, du pacte, je retiens juste que c'est un engagement de l'État et de la ville à continuer sur des bases, sur les mêmes financements. Même financement. J'ai envie de dire, c'est plutôt positif de se dire que l'État s'engage à continuer à soutenir la ville pour la restauration
je ne sais pas quel bâtiment, etc. pendant 3 ans, on est sûr d'avoir au moins dans ce domaine-là. C'est sûr. Mais c'est sûr. Alors écoutez, j'ai pas pris le bac là, mais il y avait quand même 3 pages. Ouais. Et il y avait 3 pages avec quelques grands axes. Et dans ces grands axes, il y avait connoté certains termes qui montraient qu'on se situait toujours dans une problématique, j'allais dire, de position par rapport à ce qui pouvait se faire, d'une politique d'ailleurs qui consiste à dire il y a une culture de banlieue, une culture de centre-ville, une culture de bobo, non, il n'y a pas de culture de bobo, il y a une culture qui peut être classique ou pas classique, mais qui peut être appréciée aussi bien par le malheureux qui est à Croix-Rouge et qui cherche du travail, que par celui qui a plein d'argent et qui est en centre-ville. Et peut-être d'ailleurs que le gars de Croix-Rouge sera davantage capable d'apprécier ça, parce qu'il ne mettra pas de snobisme que mettra celui de centre-ville qui veut se montrer. Voilà. Donc c'est ce qui était à l'intérieur qui était gênant. Mais de toute façon, vous savez, cette charte allait être votée. Donc de toute façon, c'est pas notre opposition qui avait. Donc c'était une opposition de principe comme certaines oppositions, tout en disant qu'il faudrait peut-être toiletter un petit peu le texte. Et par contre, on aurait une charte qui permettrait, si elle était toilettée, de pérenniser un engagement de l'État et puis de la ville, sûrement, sans problème. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous trouvez un peu dommage dans ce pacte culturel, c'est qu'on ne mette pas assez l'accent sur une culture classique qui serait davantage universelle, c'est ça ? Écoutez, ce que je trouve dommage dans ce pacte culturel, c'est que ce pacte culturel, tel qu'il était présenté, avait une connotation, j'allais dire, je vais faire un scoop un peu ségrégationniste. Il y a des cultures pour les uns et des cultures pour les autres. Non, la culture est une. Et tout homme, parce qu'il participe au divin, parce qu'il participe à la création, parce que tout homme est d'essence et transcendante, peut être capable de comprendre un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas de fourguer, et j'en terme volontairement vulgaire, une certaine culture pour certains gens devant lesquels on lâche ça, mais que l'on n'estime pas. Non, même toute une série de gens qui sont pauvres, qui vivent dans des quartiers défavorisés, ont droit à une culture qui est une culture de notre style. Alors s'ils veulent garder la culture actuelle, c'est leur choix, mais encore faut-il leur donner ce choix. Et celle que vous appelez d'un autre style, en fait c'est une culture classique, c'est ça ? Tout à fait classique, une culture, celle que j'ai décrite, si vous voulez. Je crois qu'il faut redonner en fait aux Français la fierté d'être Français, et aux Rémois la fierté d'être Rémois, et pas les cantonner dans ce qu'ils étaient. D'ailleurs, le Front National, c'est peut-être un lien avec ce que l'on est, le Front National considère qu'il faut faire de l'assimilation. Il ne s'agit pas d'accueillir des gens chez nous et de les mettre dans le coin et puis d'en faire des ghettos. Il s'agit de ne faire venir que des personnes qui sont assimilables et de les assimiler. Et faute d'assimilation, un jour on peut arriver à quelque chose d'un peu plus grave. Et pour ces raisons, on considère qu'il faut donner la fierté d'être français et la fierté d'être rémois. Voilà. Et ne pas les cantonner dans. Vous avez une culture qui est tel endroit, non. C'est tout à fait. Je vais faire une parenthèse. Quand j'étais en classe préparatoire, j'avais un camarade qui était un Peul sénégalais, ce Peul sénégalais qui était élevé d'ailleurs chez les jésuites tout en étant musulman, plus ou moins familialement parlant, était un fanatiniste. C'était quelqu'un qui était inutri de culture française. La culture, elle est totalement internationale, mais alors que maintenant on pourrait dire, lui, il ne peut être que de tel type. Non, c'est pas vrai. Et cette personne-là était totalement appréciable, un de mes camarades. Et sinon, vous avez, une idée de ce que pèse la culture dans le budget de la ville de Reims 17%, oui. Combien 17,4. Pardon 30 millions d'euros, vous avez dit 30 millions d'euros. Ça, c'est le budget total, ça. Budget total. De la ville. Culture. De la ville. Ah, d'accord. Alors, heureusement. Voilà. Alors, si vous voulez, c'est très. Ça, c'est la culture. Voilà. Le budget de Reims, si vous voulez, alors, pourquoi c'est compliqué ? Autour de 280 millions d'euros en fonctionnement. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en fait, vous avez dans tout le système budgétaire de collectivité territoriale, vous avez un fonctionnement qui doit être obligatoirement positif, et ce fonctionnement dégage en fait un bénéfice qui est reversé en fait à l'investissement. Donc souvent on compte à la fois fonctionnement plus investissement, mais lorsqu'on compte les deux, on fait du double compte. Voilà. Donc on fait
autour de 280 millions d'euros, mais donc une partie est reversée à l'investissement qui va se situer autour de 150 ou 170. Voilà, mais c'est par récupération de l'excédent de l'un, heureusement, que l'on renforce l'autre. Voilà. Je voulais dire, donc le pourcentage en gros c'est 17%. 17%, oui. Bon, et vous, ça vous semble un bon pourcentage insuffisant ou bien trop élevé? Écoutez, à faire que de la culture. Écoutez, le problème est simple. Le problème est simple. Je crois que pour une ville, en particulier pour la ville de Reims, qui est très endettée, un peu plus de 1 700 € de dette par habitant, une ville qui par ailleurs a une garantie d'emprunt qui se rapproche de milliards d'euros, ça pèse lourd, c'est pour ça qu'on vote contre les garanties d'emprunt. Bon, c'est une ville qui doit faire des efforts pour réduire ses dépenses. Cependant, réduire ses dépenses revient très certainement à remettre à plat tout ce qui existe dans le cadre en fait d'un audit. Donc je ne vous cache pas que si un jour, par chance, le Front National allié avec le RBM, tous les nationaux qui voudraient, toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre, arriver en place aux affaires, la première chose c'est un audit. Alors est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est l'audit qui le dira. Mais je pense qu'il est trop tôt pour dire que c'est trop ou que c'est pas assez. Il faut d'abord voir ce qui existe, et pour voir ce qui existe, il faut un vrai audit pour voir le possible. La politique, si vous voulez, c'est vraiment l'art de conjuguer le possible et le souhaitable. Donc, le souhaitable, et ensuite le possible, on verra ensuite. Rappelez-moi le groupe Front National au Conseil, c'est 3 élus. 3 élus. Donc Roger Paris, Agnès Larère, Michel Larère, pardon, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, et puis moi-même. Voilà. Et à Reims Métropole, c'est Michel Larère et moi-même. Et au 1er janvier, il y en aura 3. Et au 1er janvier, il y aura 3, puisque vous savez que parce qu'on passe à Métropole, on fait le grand retour.